La troisième édition du livre africain de Paris se termine par une note très positive pour le Congo qui aura réalisé un exploit très bénéfique pour une bonne image culturelle du Congo à l'extérieur. Pour ne pas dire depuis l'extérieur. D'abord, les médias dont les chaînes nationales, TV Congo, Radio Congo, Radio et Télévision Go. Il faut compter avec les chaînes web congolais de la place de Paris. Tous ont fait preuve d'un professionnalisme élogieux et d'ailleurs ici avec des couvertures très appréciées. Les éditeurs congolais tels les éditions Paris que dirige notre confrère Mawawa, l'Harmattan Congo, les éditions Plus que dirige Mani Kassi, les éditions Okera à travers le livre parce que Christ ne savait pas lire, le livre du grand absent Modeste Elenga. Les associations culturelles venues de Brazzaville n'étaient pas non plus à la marge. Auteurs congolais encore plus actifs que jamais. Mesdames Milandou, Yameme, comme on aime à le dire, qu'est-ce que c'est beau de se retrouver ici sur la place de Paris avec vous, vous qui avez cette sève culturelle dans tout ce que vous faites d'ailleurs, cela se sait. Moi, il me plaît énormément de vous interviewer ici sur la place de Paris, je me répète, mais qui plus est au Salon du Livre africain de Paris. Vous êtes là parce que vous avez été invité par le promoteur, M. Éric Monjour, qui vous a invité en votre qualité de responsable des différentes chaînes, notamment Go TV et Go Radio. Vous arrivez ce dernier jour ici sur la place de Paris alors qu'on est en train de rendre hommage à un grand des lettres du Congo, M. Henri Lopez. Non, tout d'abord je voulais remercier le directeur du salon pour cette invitation qui m'a été adressée, mais je voulais également vous féliciter. Marcel Post, c'est une grande joie et un grand honneur d'être venu ici au salon. C'est une grande rencontre, c'est un grand événement. Le Salon du Livre. Je crois que c'est la deuxième fois que j'y viens. La première fois, je crois que ça s'est passé au Palais des Expositions. Là, c'était le Salon Livre Paris. Oui. Or, là, on a affaire au Salon du Livre africain. Le Salon du Livre africain. Mais là-bas, il y avait aussi une petite partie réservée au livre africain. Mais là, c'est un grand événement, c'est un grand moment. Où on a toute la sève, on lit tout ce que l'on écrit, tout ce que les Africains écrivent. Mais c'est un grand événement qui doit, je souhaiterais qu'un jour que ce grand événement descende en Afrique, qu'il soit organisé en Afrique. Voilà l'idéal. Vous, votre chaîne est déjà ici, a déjà pied ici au Salon des Livres africains. Et pensez arriver en Afrique, ça devient maintenant une question de sponsoring, mais aussi d'orgueil national. Oui, question de sponsoring d'abord, mais aussi question d'orgueil national. Je suis venu, comme on dit, j'ai vu Vini, Vidi, Vici, et Vici, ça signifie que j'ai vaincu. Je n'ai pas encore vaincu, mais peut-être qu'on vaincra. J'ai vu, je suis venu, mais nous allons vaincre un jour. Alors, Monsieur Médard, ce que nous autres ne savons pas exactement, nous profitons de votre présence ici pour savoir c'est exactement quoi la ligne éditoriale des différentes chaînes, notamment Go TV et Radio TV que vous managez. Elle est simple, cette ligne éditoriale. C'est être culturel. C'est être des chaînes de proximité. Être des chaînes d'information générale. Et ne pas trop mettre le pied dans certains domaines. Mais c'est contribuer à valoriser la culture congolaise, la musique congolaise, faire connaître toute la richesse culturelle de notre pays à travers le Congo et à travers le monde. Parce qu'il n'y a pas longtemps que nous sommes montés sur un bouquet, un bouquet international, dont je ne cite pas le nom, mais je pense que nous allons tout faire avec quelques petits moyens, mais aussi avec des grands moyens pour booster notre culture, mais aussi et la faire connaître à travers le monde, puisque maintenant, à la culture congolaise, à travers le monde, on peut nous suivre. On a fait du chemin, vous voyez aujourd'hui le nombre d'éditeurs qui sont présents, on a multiplié, pas par deux, mais vraiment on a beaucoup d'éditeurs cette année qui sont présents, beaucoup qui sont venus également d'Afrique et on les remercie.
et également de très très nombreux auteurs. Ça c'est une chose importante, oui. Quand on essaie un peu de naviguer, on tombe chez vous, on dit qu'on est au cœur des littératures africaines. Le confirmez-vous? Absolument. Ici, c'est la vitrine de toute la littérature africaine. Alors, comme c'est un salon, et que c'est un salon annuel, on s'efforce d'avoir les auteurs qui sortent des livres dans l'année, et priorité il leur est donnée. Mais bien entendu, on invite tous les auteurs qui ont des choses à raconter, et parmi tous ces auteurs, on a de grands auteurs qui viennent. Cette année, on va avoir Boubacar Boris Diop, Emile Boum, Beata Ombei Merès, voilà, des grands auteurs de qualité, des auteurs qui font la littérature africaine d'aujourd'hui. On a Wilfried Sondé. On s'est dit, le salon du livre africain, oui, mais c'est pas seulement l'Afrique, nous avons les Caraïbes, et pourquoi pas le salon du monde noir? Eh bien, c'est exactement la formule du salon aujourd'hui, c'est d'inviter tous les éditeurs des Caraïbes. Cette année, on a des éditeurs de Guadeloupe, de Martinique, on a des éditeurs de Haïti, on a des éditeurs brésiliens, afro-descendants, on a des éditeurs guyanais également afro-descendants, donc canadien avec Mémoire d'Encrier. Donc vraiment, en fait, le salon s'est développé sur un axe afro-descendant. Et ça a été, au départ, ça n'a pas été forcément voulu, parce que l'objectif, c'était de faire d'abord un salon du livre africain. Mais en fait, les demandes ont été fortes pour inclure d'autres régions du monde. Et donc, on est sur 3 continents aujourd'hui. Ça, c'est une évidence, oui. C'est aussi parler de la vitalité de la littérature un monde, pour ne pas dire noir. Hein. Oui, c'est une littérature qui actuellement est en vogue, qui est très à la mode, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il y a une vraie demande de la part de tous les éditeurs d'avoir de ces nouveaux auteurs qui arrivent, qui ont autre chose à raconter que ce que racontent les auteurs européens ou les auteurs américains. Et cet, entre guillemets, exotisme est aujourd'hui en train de renverser un peu le paysage de la littérature mondiale. Monsieur Eric, avec moi, vous constatez que de plus en plus, le salon prend des proportions. Est-ce que demain, il n'y a pas une idée comme ça qu'on sera peut-être obligé de quitter le 6e pour un espace on ne peut plus prononcer? Alors, moi je pense que l'idée c'est de rester dans la qualité, parce que on peut effectivement, on a eu 15 éditeurs qu'on n'a pas pu accepter sur le salon cette année, hein. Donc effectivement, il y a une très forte demande, mais en même temps, ce qui est important, c'est de choisir des éditeurs qui font des bons livres, de choisir des auteurs qui font également des bons livres, et s'agrandir. Parfois, on perd en qualité. Donc nous, notre souci, c'est la qualité, mettre en avant vraiment le meilleur de la littérature africaine. La Côte d'Ivoire, pays invité. Expliquez-nous. Alors la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur cette année, non pas parce qu'elle a gagné la Cannes, mais parce que le Salon du Livre africain de Paris a fait un partenariat avec le SILA d'Abidjan. Et ce partenariat, en fait, a débouché sur cette invitation officielle de la Côte d'Ivoire. Parlez-nous des différents prix dorénavant au Salon Livre africain de Paris. Alors, nous avons, en fait, cette année, nous allons remettre 2 prix. Le Grand Prix d'Afrique qui a changé de dénomination cette année. C'est un prix qui récompense des auteurs de littérature, hein, des auteurs qui font des bons livres. Tous les grands auteurs africains ont eu ce prix. Et ensuite, il y a un nouveau prix qu'on lance avec la Maison de l'Afrique, qui est le prix du beau livre. Donc ce sont tous les beaux livres qui traitent de l'Afrique, qui ont été récoltés. La première édition était là, la deuxième aussi, la troisième cette fois-ci. C'est encore mieux parce qu'il y a plus de public, il y a plus de professionnels. Mais avec ce salon, comme je disais les années précédentes, je vais le répéter cette année, c'est qu'il y a un besoin sur la place de Paris, des lecteurs, du public, d'avoir des livres des Africains, des Afro-descendants. Et il y a du monde qui vient, qui achète, et on rentre peut-être pas forcément dans nos frais, mais en tout cas on fait la rencontre avec le public, on échange et on fait notre communication et on se fait connaître de cette manière-là. De ce côté-là, oui, c'est un point positif. C'est l'auditeur qui parlait, mais l'auditeur est aussi auteur, me semble. Oui,
Alors moi, ça fait un moment que j'ai pas écrit parce que le travail d'éditeur me prend beaucoup de temps. Mais mon livre que j'ai édité il y a quelques années se vend toujours très bien. Depuis 2 jours, j'en ai vendu déjà une bonne dizaine. C'est que ça fonctionne autant qu'auteur. Je suis aussi très satisfait. Il y a une vraie vitalité actuellement de la littérature francophone, mais pas que. Et c'est important en fait que des éditeurs puissent se retrouver, que des lecteurs voient surtout la bibliodiversité, la diversité de la littérature africaine, mais d'autres continents également. C'est très important parce qu'il faut casser en France cet aspect littérature très classique française, franco-française. Il faut vraiment s'ouvrir parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent de partout. On est quand même sur un territoire où il y a la mixité et donc la culture va permettre cette mixité, ce métissage. Et actuellement, dans le contexte politique dans lequel on est, toute cette diversité est, je trouve, particulièrement importante. Il faut lire des gens d'ailleurs, des voix d'ailleurs. Et c'est pour ça que je suis ravie chaque année de venir au Salon du Livre africain. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent le fréquenter et qui viennent chercher des choses différentes. Et finalement, ceci cadre bien avec votre édition, que vous allez nous rappeler déjà le nom. Alors, Mémoire d'Encrier, c'est une maison d'édition qui est basée à Montréal, au Canada. Moi, j'ai beaucoup de Caraïbes. On publie aussi des peuples des Premières Nations du Canada, les autochtones, les Amérindiens du Canada. Et on a aussi de la littérature africaine, arabe. On a de plus en plus de littérature traduite parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des pépites partout. Et surtout, on est sur les nouveaux narratifs, notamment les voix de femmes. Donc on a ouvert, on était beaucoup sur plutôt de la francophonie et maintenant on est sur de la littérature traduite de partout. On a un catalogue asiatique, un catalogue hispanique, un catalogue africain et on mélange tout ça. Et on s'aperçoit que les libraires en France, en Belgique et en Suisse sont de plus en plus dans des recherches comme ça. Il faut que la littérature ait une saveur, une couleur. Mais si c'est du monde, c'est trop passe-partout. Et de plus en plus aussi, quand on va entendre parler de littérature, qu'on se dise tout naturellement, ah oui, mais la littérature est africaine aussi. Elle est congolaise, elle est ivoirienne, elle est camerounaise. Et c'est vraiment une très bonne, non seulement une très bonne initiative, mais c'est pas simplement les livres qui se vendent ici. Ça veut dire qu'on sent une énergie. Ici, je crois que c'est le seul endroit sur Paris où on sent une énergie comme ça africaine absolument incroyable, avec un enthousiasme, une jeunesse. Et moi, je suis venu spécialement aujourd'hui, vendredi, parce que je sais que pour des questions de jauge, de nombre de personnes, ça va être absolument impossible d'ici de venir le dimanche. Même moi, en tant que journaliste avec une carte de presse, l'année dernière, je n'avais pas réussi à rentrer parce que, voilà, c'est une question de sécurité. Donc, très honnêtement, c'est impressionnant. Je pense que c'est mieux d'avoir comme ça un salon du livre sur l'Afrique que de l'avoir comme ça a pu exister d'un salon comme ça du livre à la porte de Versailles avec des stands africains. Il vaut mieux que ça soit le salon de l'Afrique. En plus, ce qui est impressionnant, c'est pas simplement la montée en puissance de tout ce qui est un peu les livres de jeunesse, de bandes en particulier dessinées et autres, mais surtout, on sent une volonté de que l'Afrique se réapproprie son histoire. Et ça se sent vraiment quand on voit le nombre d'éditeurs, le nombre d'ouvrages mis à disposition. Il y a vraiment les romans, c'est vraiment une littérature totalement complète. Ça veut dire pas simplement la partie historique comme on aurait pu attendre et ce qu'on voyait auparavant quand on parlait de l'Afrique, mais aussi des jeunes auteurs qui ont envie de se faire connaître, même avec des très faibles tirages. Donc c'est impressionnant le nombre d'écrivains africains qui font l'effort aussi de payer, d'être à compte d'auteurs, mais qui viennent ici. Donc c'est très important et c'est vraiment le début de quelque chose, à mon avis, qui va vraiment se développer dans les prochaines années. Cet ouvrage, indépendamment de l'assassinat de Mabiala Manganga, cet ouvrage retrace la colonisation de notre pays, le Congo. Et à l'époque, les Français ont monté une grande mission qu'ils appelaient la mission Congo-Nil, dirigée par Marchand. Et donc, pour que cette mission réussisse, l'ambition de la France, c'était de relier le Congo au Nil, en Égypte. Et donc, Brazzaville, le Congo devait être la base arrière de cette mission,
pour ce faire, il fallait en finir avec la résistance des Sundis dans le Bas-Congo. Donc il fallait détruire toute espèce de résistance à la colonisation française. Et donc, en prélude à la mission Marchand, on envoie Baratier. Marchand arrivera quelques mois après. On envoie Baratier pour éradiquer la rébellion Basundi dans le sud du Congo. Et Baratier va notamment tuer successivement Mabiala Kingé, le neveu de Mabiala Manganga, et ensuite Mabiala Manganga lui-même. Mabiala Manganga, il va l'asphyxier dans une grotte, parce que Mabiala Manganga se retrouvait dans une grotte, et il va l'asphyxier. Donc voilà les circonstances dans lesquelles... Et toute cette histoire, vous la tirez d'où? Mais je la tire des mémoires du colonel Baratier lui-même. Des mémoires qu'il a publiées plusieurs années après, en France, qu'il a intitulé « Au Congo, souvenir de la mission Marchand ». Parce que lui n'était, comme je l'ai dit, qu'un élément de la mission Marchand. C'était le lieutenant de Marchand. Là, justement, je voulais poser la question, qui est Baratier? Baratier est un officier français. À l'époque de la mission, il était simple capitaine. C'est par la suite qu'il a fini par le grade de colonel. Mais il était capitaine. Où peut-on la voir, l'ouvrage? L'ouvrage a été réédité par les éditions Paris, dirigé par notre ami et compatriote Mawawa, qui essaie. Et donc il est trouvable dans toutes les bonnes librairies, ou alors sur Amazon ou sur le site des éditions Paris. C'est un ouvrage important parce que je voudrais ajouter que cet ouvrage, indépendamment de l'assassinat de Mabiala Manganga, cet ouvrage retrace la colonisation de notre pays, le Congo. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la préface que je fais à cet ouvrage, l'invention du Congo français. Parce que, en réalité, il faut savoir que le Congo belge a été créé sur le modèle du Congo français. Le Congo français précède le Congo belge, parce que le Congo belge s'appelait à l'époque l'État indépendant du Congo, parce que c'était la propriété personnelle, privée du roi Léopold II. Et c'est parce qu'il était à bout de souffle, pour ainsi dire, il n'avait plus les moyens de financer cette colonie qu'il a rétrocédé à la Belgique. Et donc le Congo français regroupait les trois pays, le Gabon d'abord, et le Moyen Congo, notre pays, et l'Ubangi-Chari, désormais, depuis longtemps, Centrafrique, République centrafricaine. Et la capitale, il faut le savoir, n'était pas Brazzaville, mais Libreville. Parce que c'est à partir de Libreville que s'est opérée la colonisation du Congo. De Brazza est parti de Libreville. Les éditions Les Lettres Mouchetées sont à la une aujourd'hui, on peut se le permettre. Et moi, tout ce que je veux dire, en fait, le Grand Prix d'Afrique 2023, c'est aussi le prix des éditions Les Lettres Mouchetées. Quelle est votre impression finalement? Écoutez, moi je suis très très heureuse de ce prix, c'est le plus important, que ça met à l'honneur ce pays, la République du Congo, et ça prouve encore que c'est vraiment un terroir littéraire qui ne date pas d'aujourd'hui, et voilà, et on continue à le mettre en avant. Vous y attendiez de ce prix-là? J'espérais en tout cas qu'il se fasse remarquer, parce que c'est un livre qui est très dense, qui retrace une page de l'histoire du Congo-Brazzaville à travers un roman qui est très habilement construit autour de ce psychanalyste. Voilà, et qui s'inspire de l'histoire, de faits réels, de personnages qui ont réellement existé et qui ont fait partie de l'histoire de cette ville, de ce pays. L'auteur, la question de savoir comment le regardez-vous, qui est-il, cet homme, quand il arrive chez vous, comment l'observez-vous, littérairement parlant?
L'auteur, pour moi, c'est quelqu'un qui fouille l'histoire et qui est passionné par ces hommes qui ont fait l'histoire et qui les étudie, qui les observe parfois à la loupe pour essayer de comprendre de quelle manière ils ont participé aux grands mouvements, aux grandes manifestations. Et c'est passionnant la manière dont il nous rapporte ces personnages, leurs traits de caractère. Et ce qui est passionnant, c'est aussi de le mettre en scène dans un roman où il y a à la fois du suspense, la violence aussi qui reflète cette période. C'est très difficile de résumer ce livre et l'auteur s'est vraiment attaché à rendre passionnante cette partie de cette époque du Congo. Une autre note positive pour le Congo, c'est aussi ce grand hommage rendu à Henri Lopez par son ami et éditeur Chifano en présence de son épouse Christine Lopez. Une conférence qui a été aussi rehaussée par la présence du ministre congolais des industries culturelles, Madame Lydie Pongo. On retiendra Henri Lopez, l'auteur de la quête éternelle de l'identité. Il pleut dans la ville comme il pleure en nous. À cet instant, nous rendons hommage à Henri Lopez, mais je vais convoquer le soleil de Rabat, le soleil de Poto-Poto, pour qu'il fasse lumière d'Henri en nous. Très heureuse qu'on ait rendu hommage aujourd'hui à ce grand homme qui fut Henri Lopez. Et cet hommage nous a permis de nous rendre compte que Henri Lopez est toujours présent parmi nous. Avec son écriture, je crois qu'il restera éternel. Nous préparons maintenant à faire des grandes choses au pays. Cette année, nous aurons la Biennale des Arts et des Lettres. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'attirer la lumière vers le pays. Et c'est avec des activités culturelles que nous sommes en train de le réaliser. Donc en juin-juillet, nous aurons la Biennale des Arts et des Lettres et nous ferons venir ces personnalités, ces grands intellectuels, ces grands écrivains à venir débattre et échanger avec les intellectuels et écrivains du Congo. Henri Lopez, je peux dire que ça a été toute la promotion du journal Moueti se rappellera d'Henri Lopez, qui était notre directeur et qui était, je peux dire que c'était notre professeur en politique, étant donné qu'il formait les nouveaux journalistes qui devaient fabriquer le journal Moueti. Nous avions des cours de politique et c'était et le directeur et en même temps notre professeur. Et Henri Lopez et moi, je ne dirais pas que c'est une amitié parce que c'est un aîné, je peux dire un papa, un responsable, une grande autorité. Et chaque fois, j'avais toujours ce plaisir de le rencontrer, ce plaisir de le voir me saluer. Son élégance vis-à-vis des gens, sa gratitude, sa sollicitude. Le dernier, ce dont j'ai bénéficié d'Henri Lopez, c'est j'ai amené ici à Paris les tam-tams d'or pour remercier, pour récompenser les lauréats de la diaspora. J'étais là dans la salle verte. Voilà, et je suis allé, je dis bon, moi je vais d'abord voir l'autorité ici, c'est l'ambassadeur Lopez. Je suis allé voir l'ambassadeur, je lui ai présenté le projet, il m'a dit, Mesdames Milandou, je m'en occupe. Vous allez, ça doit passer ici, tout doit se passer ici à l'ambassade, c'est chez vous, et je vous ajouterai, comme on dit, une main, je veux m'en occuper. Et nous avions organisé une belle cérémonie ce jour-là. Ce que j'ai entendu, ce que je venais d'entendre aujourd'hui, c'est un grand honneur, un grand hommage qui a été rendu à Henri Lopez.
Et par rapport à tout ce que j'ai entendu, j'ai revu, j'ai retrouvé ce que j'ai lu dans plusieurs de ces romans. Cette question de métissage, et je me disais que toujours, à chaque fois que je lisais Henri Lopez, j'avais l'impression qu'il était à la recherche de son identité. Il est entré dans l'immortalité, il est rentré dans l'intemporel. Henri Lopez est devenu un intemporel, il est devenu un artiste, un écrivain intemporel. Oui, Henri reste une icône pour le Congo, pour l'Afrique et pour tout le monde culturel. Personne ne peut oublier Henri Lopez. Et pour ce qui nous concerne, je suis la promotrice de la caravane du livre et du théâtre qui a fait sa 3e édition en novembre dernier à Brazzaville. Et dans le circuit de cette caravane, le 8 novembre, il était prévu que la pièce d'Henri Lopez soit jouée à Paris dans les salles. Donc, comme chaque édition de la caravane du livre et du théâtre, nous mettons à l'honneur des auteurs. Et pour 2023, les auteurs à l'honneur étaient Tati Loutard, Henri Lopez et Sylvain Béba. Et des trois, le seul vivant jusqu'en date du 2 novembre, c'est Henri Lopez. Et voilà que, on va dire, une semaine ou 10 jours avant son décès, on a eu à échanger avec Lopez pour confirmer que nous serons bien à Paris le 8 novembre pour le spectacle. Et par SMS, c'est vrai qu'on ne se voit pas quand on se fait des messages, mais je sentais le sourire d'Henri quand il répondait aux messages pour dire oui, vous arrivez à Paris le 8 novembre, je suis fatigué. Et je lui disais, mais même si vous ne pouvez pas arriver dans la salle de spectacle, nous pourrions trouver une salle de théâtre dans votre arrondissement, dans votre quartier, où vous pourrez aller à pied. Et même si nous ne trouvons pas de salle de spectacle, nous viendrons à l'immeuble, en bas au portail, à l'entrée, on va dire, de votre immeuble pour jouer cette pièce. Et il me disait, mais moi, je n'ai pas écrit de pièce de théâtre. Comment allez-vous faire ? Et je lui ai dit, oui, je sais que vous n'avez pas écrit de pièce de théâtre, mais nous avons rassemblé, adapté Monsieur le député. Alors, quand j'ai écrit Monsieur le député, il a dit, seul Sonny Laboutancy avait su mettre en scène Monsieur le député. Et pour le convaincre, j'ai dû lui dire que le metteur en scène est tout simplement un acteur, Jean-Louis Wakabaka, qui à l'époque a joué dans les pièces de Sonny Laboutancy. Et quand il a lu le nom de Wakabaka, il était rassuré. Et voilà que le spectacle était prévu pour le 8 novembre, il est décédé le 2 novembre. Madame Oupa, parlez-nous également de la caravane, votre bébé de ces jours-ci. Bon, la caravane du livre et du théâtre, oui, c'est un bébé, mais ce n'est pas mon bébé de ces jours-ci. Elle est née, je l'ai montée, on va dire, en 2021. En 2021, on a pu faire 6 départements au sud du Congo, où on a créé une quinzaine de bibliothèques. Les éditions se passent une année au nord, l'année d'après au sud du pays et vice-versa. Donc 2021, nous avons fait 6 départements par le sud du Congo, de Brazzaville. 2022, on a fait 5 départements et 2023, nous venons encore de faire 6 départements. On a pu circuler de Brazzaville à Mouyondi, à Madingu, à Kai, à Madingu-Kai, à Yanga, à Dolizi, à Ntila, à Mbunda, à l'école, au lycée d'excellence. Et à Brazzaville, nous allons mettre en place une bibliothèque en filou. À Talangaï, à l'école primaire à Agostino Neto, à Wende, à Saboukoulou, à Mungali, à l'école des garçons, à Makele-Kele, à Joseph Bakongo, Joseph Kewa, et puis à Makele-Kele. Le Congo n'était pas pourtant le pays invité d'honneur. On a l'impression comme si c'était enfin la cerise de cette participation aux allures d'une victoire triomphale. Toutefois, certes, son triomphalisme de basse classe est le gagnant du prix littéraire Grand Prix d'Afrique 2023, le Congolais Jean-Aimé Dibakana Makessi, qui vient d'entrer là, dans la cour des grands, grâce à son roman Le Psychanalyste de Brazzaville. Très honoré d'avoir été primé par ce prix.
J'ai surtout une pensée pour tous ces auteurs africains qui sont sur cette liste, qui ont reçu ce prix. Amadou Kourouma, Cheikh Hamidou Kane, Birago Diop, les plus proches de nous, Alema Bankou, Goss, Emleboun, voilà, donc c'est vraiment... et puis le panel également, je pense que je suis également honoré par le panel, les 6 finalistes, c'était très élevé, des auteurs de très bonne qualité qui ont fait partie de ce panel, les 6 derniers, voilà. Donc oui, je suis très heureux d'avoir été primé par ce prix. J'ai aimé, c'est aussi les essais. Maintenant, le roman commence à donner sens et puissance à vos lettres. Est-ce que vous y attendiez? Ben, vous savez, lorsqu'on écrit, on ne pense pas à la réaction du public. On est forcément surpris parce que lorsqu'on écrit dans la solitude de son corps et de son âme, on ne pense pas aux autres. Bien évidemment, on est conscient que ce sont d'autres personnes qui vont lire, d'autres personnes qui vont s'imprégner de ce que vous avez pensé tout seul, mais on ne pense pas vraiment à leur réaction. Et donc, lorsque cette réaction arrive, forcément, on est un peu étonné, on est un peu surpris, on est un peu groggy, quoi, pour dire. Comme le psychanalyste qui a psychanalysé les membres du jury. Hein. Bah, je ne sais pas si le psychanalyste a psychanalysé les membres du jury, mais je pense que le jury a été conquis par le lion. C'est comme ça que je vois les choses plutôt. Qu'on se le dise avec toute la fierté comme il se doit, le Congo reste un géant dans le domaine des lettres, dans le domaine de la littérature en Afrique francophone au Sub-Sahara. Christian Martial Pos pour GoTV.